Le Centre de musique baroque, qui est producteur de ce type de spectacle, qui travaille principalement sur des œuvres qui ne sont pas au répertoire, qui sont donc exhumées, paradoxalement, offre des œuvres nouvelles au public. Parallèlement, ce sont des œuvres baroques. Nous sommes à Versailles, nous avons un magnifique opéra authentique avec la possibilité de faire du théâtre à machine, et ma spécialité est la peinture en décor. Ça, c'est le tout premier dessin que j'ai fait pour Amadis. Alors, ce qui était curieux, qui était intéressant, c'est que c'est une œuvre qui n'a jamais été reprise depuis sa création, donc depuis 2 siècles. C'est une féerie qui est une vieille histoire, puisque c'est un romancero, c'est espagnol comme le Cid, et c'était une pièce qui plaisait beaucoup à Louis XIV, donc Lully l'avait déjà composée au XVIIe siècle. Et là, c'est quelque chose de très tardif, puisqu'on est en 1770, et donc l'histoire, tout le monde la connaît. J'avais la carte blanche, puisqu'il n'y avait donc pas d'iconographie. Par contre, le spectacle les didascalies sont très précises. On est dans une forêt sombre, il y a des démons, il y a un pont, et il y a la forteresse pour le premier acte. Ensuite, on se retrouve dans une prison, dans des cachots, avec un hôtel pour sacrificiel. Et le dernier acte se passe au fin fond de la forteresse, qui va d'un seul coup se métamorphoser après un orage, qui est représenté, en une apparition magique de la fée Urgande, qui est une espèce de Diane ou de Minerve, qui vient sauver les époux, qui est dans une boule de feu, et qui promet un univers heureux et riant. Donc il y a un changement de décor en apothéose. Donc là, c'est amusant parce que c'est le tout premier dessin, c'est-à-dire je mets le CD, j'écoute, et je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Et en fait, on retrouve des choses qui sont dans le projet définitif. Alors, il y a bien sûr les châssis de forêt, qui va devenir une principale. Le pont, mais il n'y a pas encore la tour. Avec le système de pans coupés, qui est déjà pensé, là. C'était un peu compliqué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de circulation. Mais il y avait déjà ce principe-là. Et les rochers avec Arcalaüs et Arcabone. Et aussi l'implantation. C'est-à-dire que là, c'est le plan. C'est la façon dont les châssis se succèdent, avec la forteresse au lointain qui est aussi restée, et les terrains. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est-à-dire que j'en ai déjà parlé avec le metteur en scène, je lui ai présenté les dessins précédents. Et là, je suis parti, alors là c'est tout simple, hein, c'est un jus de sépia et des accents de gouache pour faire la lumière. Là, il y a déjà les ombres, la lumière, la figuration du sol baroque, c'est-à-dire qui n'est pas traité, c'est toujours le sol du théâtre. Et déjà le principe de plan. 1, 2, 3, 4. Ce qui va devenir assez vite la maquette volume, c'est-à-dire que je vais scanner ce document, et je vais le découper et je vais installer dans la boîte ces éléments-là. Alors on trouve aussi le pont. Donc le pont, maintenant, la tour est apparue parce que c'était important d'avoir un élément fort, et ça permettait de signaler que ce pont, c'est déjà la forteresse qui commence. Une façon de mettre en communication ce châssis, qui n'est pas très loin dans les faits, il est 5 mètres plus loin, mais il est à une échelle bien moindre, ce qui fait que le fait de rapporter de l'architecture ici, quasiment grandeur nature, parce qu'en fait c'est un châssis qui n'est pas très grand, donc un personnage est grand comme ça, donc on est presque dans l'architecture du Moyen-Âge. Mais l'idée dans le décor fin, c'est du trompe-l'œil, c'est d'amorcer de commencer à justifier les différences d'échelle.
Donc là, on a le pan incliné. Là, on a quasiment le décor qui sera réalisé. Alors l'étape de la maquette, elle est très importante, déjà pour moi parce que je fais systématiquement des maquettes volumes parce que ça m'est assez spontané et je vais assez vite. Et surtout quand on est dans des images peintes, c'est le seul moment où on passe à la 3D, c'est-à-dire en ventilant les plans. Et ce qui est déjà plus ou moins représenté dans les dessins. Je vais donc scanner les dessins et commencer les petites constructions qui sont finalement des plans et qui vont devenir des volumes praticables. Finalement, cette maquette en plus va beaucoup évoluer, c'est-à-dire qu'au début je vais me contenter de la voir graphique, c'est-à-dire en valeur, en noir et blanc, juste pour voir les répartitions de masse, les silhouettes et la profondeur, les effets de perspective. Une fois ceci réglé, je peux commencer à faire les aquarelles définitifs et ça va être beaucoup plus un rapport de couleur, de dégradation des tons pour donner une sensation de profondeur. La deuxième, c'est que je vais travailler avec des peintres qui vont devoir agrandir une image. Donc cette image faisant en moyenne 10 mètres par 20, il faut avoir une espèce de carte de géographie extrêmement précise qui va permettre de réaliser dans un temps relativement court, pour des raisons et financières et même de production. Donc la maquette a aussi un rôle de guide pour la réalisation. Et en dernier lieu, c'est un véritable outil de séduction qui permet de communiquer avec tous les partenaires et même en parler longtemps après, puisque c'est malgré tout ce qui reste, c'est la maquette. Donc la précision de cette maquette va permettre la réalisation 33 fois plus grand, puisqu'on est au 1/33e qui est l'échelle traditionnelle au théâtre, puisque c'est quand même une toile qui fait 13 mètres par 11. Donc pour ce faire, on travaille au sol et on carroie, c'est-à-dire on fait des carreaux de 1 mètre, et on va commencer à utiliser la maquette pas à pas en traçant debout. Donc on travaille avec des pinceaux emmanchés et le dessin au fusain aussi sur des bambous. Et grâce à ce système de carroyage, qui sont numérotés d'ailleurs, on se retrouve à reporter l'image, puis l'ébauche, les premiers jus. Alors dans le cas par exemple de la soie, ça fuse beaucoup, donc ce sont vraiment des jus qui au début sont des jus atmosphériques, et peu à peu en avançant dans le travail, la soie se sature et on peut commencer à mettre des accents, à mettre des repiqués. Une gloire, alors ça c'est la grande tradition de l'opéra baroque hein, depuis le XVIIe. Donc ça c'est même une des dernières gloires qu'il y aura dans les opéras, puisqu'après on passe au romantisme. Donc c'est supposé être une boule de feu, donc qui est un peu stylisée, qui est une espèce d'étoile. Et donc ça c'est un élément qui va descendre des cintres et qui va donner le côté merveilleux, et surtout par rapport à l'ensemble du décor qui est assez dans les terres, dans les tons pierre ou dans les tons froids. C'est la première couleur chaude du spectacle qui sera de toute façon accompagnée par le pongé de soie qui tombe derrière et qui apporte cette espèce de monde positif. Donc elle a la fonction de représenter la divinité, de représenter aussi la machinerie, et finalement elle ponctue par la couleur le spectacle pour donner un dénouement heureux.
La technique de peinture, elle est construite par rapport au format. On fait des toiles qui font 10 mètres par 20, donc il n'est pas question de travailler sur un échafaudage, ce serait beaucoup trop long, on n'aurait aucune visibilité, donc on travaille à plat, dans des espaces qui permettent de faire généralement 2 toiles pour pouvoir les comparer. Si bien qu'on est obligé de monter dans les fermes de l'atelier pour prendre un recul relativement objectif, c'est-à-dire avoir une distance tout simplement par rapport au format, puisque notre pinceau visuel étant trop fermé, on ne peut pas embrasser la totalité du support. Donc on se retrouve à devoir monter. On utilise aussi l'appareil photo grand angle pour pouvoir regarder notre image, qu'on ne découvrira finalement que sur le plateau au moment où elle est dressée. Et là, il n'est plus question de la retoucher puisqu'on n'est plus en atelier. Alors le ciel est très important dans ce décor puisque c'est la seule découverte, à part le tableau final qui est celui d'Urgande, mais c'est un ciel qui va faire l'ensemble du spectacle, tous les tableaux. Alors il est assez neutre en teinte et assez chargé tout en étant très linéaire pour donner une sensation de perspective, qu'on a l'impression qu'il file, puisqu'il n'y a pas... Il n'y a pas mieux qu'un ciel nuageux pour donner une grande graduation d'espace. Comme il y a toutes les couleurs. Alors ce ciel est donc très grand, il fait 17 mètres par 11. Et il a été peint extrêmement vite parce qu'il est quand même assez architecturé et en même temps il est en perspective et en mouvement. Donc les peintres ont dû vraiment le construire au fur et à mesure dans le frais, c'est-à-dire poser les masques, les mouiller, les étirer, ce qui fait que ce ciel a été peint en 3 jours à 3 personnes. On travaille avec des pinceaux qui nous permettent d'être debout, et c'est très important d'être debout, en dehors du fait qu'on préserve notre dos, c'est qu'on est déjà dans un rapport de recul, puisque au minimum au théâtre, le premier spectateur est à 10 mètres de la première peinture. Donc là, de notre hauteur, on va déjà avoir une touche synthétique. Bien sûr, la touche synthétique est plus rapide à poser, mais surtout, elle est beaucoup plus éloquente. Il m'est arrivé de voir des décors extrêmement finis, extrêmement détaillés, qui deviennent gris au lointain. Donc on a une touche synthétique un peu grossière qui va répondre et qui va donner cette espèce de réalisme et de scintillement. Donc là, c'est une toile composite, c'est-à-dire qu'il y a 2 images en une. Donc là, j'ai peint une des images, sauf que c'est composé de deux supports, c'est-à-dire que l'architecture est peinte sur toile, qui va être découpée, par-dessus est marouflé un tulle sur lequel sera peint le ciel orageux, qui fera que, au début de l'acte 3, on a l'architecture avec le ciel initial qui aura fait tout le spectacle, et par un système de balance de lumière, on va se retrouver à faire apparaître le tulle en éteignant donc la lumière qui se trouve derrière, et on peut faire venir l'orage
avec l'avantage supplémentaire de pouvoir faire luire des éclairs en envoyant des projecteurs derrière. T'es prêt? Donc arrive le moment du montage, donc on a quitté l'atelier. Donc là, ce qui était particulier, c'est que tous les châssis, toute la construction a été faite en Slovénie. Donc ça arrivait du camion, quasiment le jour même. Donc le décor s'est rencontré de Ljubljana à Pantin, sur le plateau de l'Opéra Royal de Versailles. Et on avait 2 jours pour tout monter le décor. Il y avait 2 opérations. Il y avait la tension des toiles sur les châssis. Et sinon le marouflage, c'est-à-dire coller la toile sur le support bois, qui est une opération assez simple, mais c'est assez grand. Donc pour éviter les plis, les faux aplombs, les bulles d'air, on est assez méthodique. On a un système d'encollage, ensuite on pointe les toiles, on les dégrafe, on en colle et ensuite au balai on les maroufle. Et une fois que tout ça est bien sec, on chantourne les bords parce que forcément les châssis en Slovénie étaient approximatifs et donc la conjonction de nos dessins et du châssis approximatif, il y avait forcément des pièces en plus, des pièces en moins. Donc il y a tout un petit jeu de rustine, de redécoupage. Et tous les bords des châssis sont taillés en biseau de manière à ce que la lumière ne tape pas sur la tranche qui va dessiner le plan. Or, si chaque plan est taillé en biseau, il n'arrête pas la lumière, donc on peut continuer à créer l'illusion, c'est-à-dire un feuillage va se découper sur un autre feuillage et on ne saura pas vraiment où est la limite. Par contre, on verra l'acteur se déplacer entre, donc l'illusion est d'autant plus grande. Donc il y a tout ce travail de biseautage, de peindre les champs aussi en noir. On va charger la carotte, s'il vous plaît, avec Donc après, il y a le moment préféré pour nous autres peintres, c'est le moment où on va équiper le cintre. Alors qu'est-ce que c'est? On charge les porteuses, on va nouetter l'ensemble des toiles et les cintriers vont les envoyer. Donc on est tous là, généralement, quoi qu'on fasse, on s'arrête tous et on regarde la toile se dresser parce que finalement, c'est sa fonction, c'est-à-dire qu'on l'a toujours travaillée à plat, elle va nous submerger puisqu'elle fait 10-12 mètres de haut et elle va se déployer donc avec la fluidité et l'image se révèle à ce moment-là. Alors l'éclairage n'est pas bon, on est soit à contre-jour, soit... Mais finalement, nous qui connaissons notre image par cœur, elle va se mettre à fonctionner puisqu'elle est en rapport avec notre corps, c'est-à-dire notre échelle, et ce qu'on a voulu raconter. Donc du coup, on est impliqué dans l'espace. Une ruine devient une ruine, d'une certaine manière, alors qu'avant, c'était un motif sur lequel on travaillait. Donc ce moment-là est à la fois un peu redouté, mais en même temps, c'est un moment de plaisir parce que, en général, c'est toujours plus beau quand on redécouvre sa toile à ce moment-là. Nico, c'est quoi la porte derrière? La porte est juste derrière? Ouais. Donc c'est un moment très fort où on est spectateur de son travail, ce qui est très rare, parce qu'un peintre de chevalet est en permanence dans le jeu auteur, spectateur, puisqu'on peut regarder sa peinture comme le futur observateur ou amateur.
Alors qu'au théâtre, non. On est dans une situation totalement distordue. On est prêt, l'image est au sol, les rapports justement des images les unes avec les autres, ce rapport n'existe pas et va d'un seul coup se révéler sur le plateau à l'échelle. La 22, c'est la rue. Le lointain vient sur la face du deuxième plan. Voilà, c'est ça. Voilà. On continue comme ça. Là. Continue comme ça. Voilà. Il va arriver pratiquement en position. Là. Pas loin, encore. Et là, on le débute sur la face. Je vois les repères au fond. Ouais. On s'en met dedans. J'ai l'impression que tu vois. Vas-y, Garnier. Ouais. Tu fais une boucle autour. C'est mieux quand même, c'est plus droit là, non? Attends, est-ce que ça va aller là? Tu sais quoi maintenant, Stéphane? Oui. Si ça n'est pas assez, là il faut rajouter de la longueur ici. Là. Parce que là, le roi. Ça y est encore. Là. Attends, puisqu'on est là maintenant. Si tu veux, ça suit la pente. Il y a tout dedans. Pour régler l'entrée du pont, les repères sont modifiés. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse rentrer le pont. Donc ensuite, il y a la livraison, c'est-à-dire que le décor est planté, tous les éléments sont là, fonctionnants. Le metteur en scène arrive et l'équipe de peintres et de constructeurs cède la place à l'équipe de machinistes et de costumiers et de régisseurs de plateau. Donc c'est toujours un moment un peu étrange puisqu'on est assez vite, on est dépossédé, c'est-à-dire qu'on a fini notre travail. Sauf que moi je ne l'ai pas fini puisque je dois aller jusqu'au spectacle. Et pour ce faire, il va y avoir le rythme des changements de décor, l'occupation de l'espace, c'est-à-dire faire des propositions ou trouver des raccourcis pour des problèmes de jeu, et puis l'éclairage. L'éclairage qui commence à ce moment-là. Alors l'éclairage a été conçu à l'avance sur plan, c'est-à-dire que le cintre, de même que nous avons équipé le cintre avec nos toiles, l'éclairagiste a équipé le cintre avec ses projecteurs de manière à éclairer non seulement le décor, mais aussi les chanteurs et les danseurs.
Donc finalement, le travail du peintre disparaît au sens premier, mais finalement, il faut pouvoir porter l'idée picturale jusqu'à la fin. C'est-à-dire la façon dont les costumes s'intègrent, les passages en douceur ou au contraire surprenants de changement de décor et les ambiances colorées. Voilà, non mais très bien. Je vois pas le plafond quand même. Hein. C'est bon. En reprenant le principe de l'historique, puisque finalement on fait un décor circonstanciel à Versailles, donc en toile peinte, châssis, guinde, cordage, histoire. Mais on est dans la féerie, et la féerie du 18e, elle a son équivalent aujourd'hui dans les superproductions Peter Jackson, Le Seigneur des Anneaux. Et on est vraiment dans le même type d'histoire. On a juste un médium qui est différent, mais le public se retrouve devant une magie qui doit raconter une histoire et qui doit être opérante. Et paradoxalement, un public contemporain voit ce qui est jugé maintenant totalement naïf dans les moyens, puisqu'on a des fils, on a des apparitions, on est sur le plan des châssis, ça peut éventuellement bouger. Mais ça crée une espèce de préhistoire de l'illusion des effets spéciaux. Et j'ai remarqué que le public avait il y a un rapport un petit peu à l'enfance, c'est-à-dire que finalement l'opéra baroque serait l'enfance du cinéma totalement technologique.